Bonjour et bienvenue dans l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Aujourd'hui, nous parlerons de l'importance des usages des présentations dans l'élégance, des milieux formels et des milieux informels. Nous parlerons également de la présentation de soi, de la fameuse première impression, des attentes des différentes classes sociales et de l'organisation subtile des traits de caractère dans l'esprit de quelqu'un. Est-ce qu'il vous arrive encore de ne pas savoir comment vous présenter selon les contextes dans lesquels vous vous trouvez ? Je trouve ce sujet particulièrement intéressant parce qu'il nous arrive à tous d'être un peu gênés parfois lors de premières rencontres. Et cette gêne peut être accentuée à cause de présentations maladroites, ce qui arrive dans la plupart des cas d'ailleurs. Alors que quand vous débarrassez votre pied de cette épine, tout devient plus facile et la relation est d'un coup beaucoup plus fluide. L'équation du jour est la suivante. Comment, lors d'une présentation à quelqu'un, être totalement à l'aise, lire la personne que l'on a en face de nous, tout en mettant au point une présentation de nous-mêmes très adaptée au contexte dans lequel on se trouve ? Mais à quoi ça sert tout ça ? Eh bien non seulement de faire preuve d'une bonne éducation, mais avant tout et surtout d'être à l'aise. Présenter quelqu'un, ça paraît terriblement simple, je vous l'accorde. Mais quand on se retrouve dans un milieu un peu plus formel, on peut ressentir parfois une sorte de gêne éclair, si je puis dire. Parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas beaucoup comment se comporter. Et sincèrement, c'est normal. L'art des présentations ne s'apprend plus que très rarement aux jeunes enfants. Et c'est dommage, mais il n'est jamais trop tard pour rehausser son éducation sur certains points. Dans un milieu informel, on va simplement présenter une personne à une autre et le tour est joué, et il n'y a pas de gêne et tout va bien. Dans un milieu un peu plus formel, il y a des codes à connaître. Et une fois de plus, vous commencez à connaître la chanson, ces codes ne sont pas là pour faire beau, même s'ils le sont. Ils sont là dans le but de se permettre de s'identifier mutuellement et d'entrer en relation sur un pied d'égalité. Le pied d'égalité, ce n'est pas l'égalité des statuts ou des rangs, ce n'est pas ça. Tout le monde peut rencontrer tout le monde. Le pied d'égalité, c'est de savoir qui est l'autre, pour ainsi savoir comment se comporter. Si on ne sait pas à qui on a affaire, il est compliqué d'entamer une relation. Donc les présentations ont ce rôle primordial de savoir comment se situer par rapport à l'autre, et c'est très important. Une fois de plus, vous connaissez toujours la chanson, il ne s'agit pas d'hypocrisie ici, mais de respect. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais donc vous parler de la base des choses, à savoir les milieux formels et informels. Parce que non, ces deux types de milieux ne se limitent pas à la vie privée versus la vie professionnelle. Simplement, tous les contextes informels sont des environnements où les interactions et les comportements sont plus détendus, spontanés, et moins régis par des règles strictes. Vous avez par exemple le contexte amical, donc les sorties entre amis, les soirées, les pique-niques, les activités de loisirs, où toutes les interactions sont basées sur la convivialité et la détente. Vous avez aussi le contexte familial, donc les réunions de famille, les repas de fête, les anniversaires, les vacances, où les relations sont détendues et basées sur l'affection et la proximité. Vous voyez ? En contexte informel, vous avez aussi les contextes de loisirs, donc les activités récréatives, comme le sport amateur, les clubs de lecture, les ateliers artistiques, les jeux de société, où l'accent il est plutôt mis ici sur le plaisir et la détente. Vous avez le contexte de voisinage, donc les interactions avec les voisins, les fêtes de quartier, où les relations sont basées sur la proximité géographique et aussi la convivialité. Vous avez le contexte des réseaux sociaux, sauf LinkedIn et quelques réseaux professionnels. Vous avez le contexte de voyage et de tourisme, les vacances, les excursions, tout ça. Vous avez aussi le contexte de bénévolat informel aussi, donc les activités de bénévolat local, les initiatives communautaires, les projets de quartier, tout ça. Tout ça représente un peu le contexte informel. Donc, ma liste n'est pas exhaustive, mais vous avez compris l'idée. Dans les contextes plus formels, c'est là où on a le plus de chances de rencontrer des gens qu'on ne côtoie pas habituellement, donc avec lesquels on est moins à l'aise naturellement. Et notre but, dans notre cheminement vers l'élégance, c'est d'être à l'aise dans le plus de situations possibles avec le plus de personnes possibles. Et pour cela, il faut sortir de sa propre culture et être curieux des autres cultures. Ici, j'entends bien culture sociale, avant même de parler de culture nationale. Vous voyez ? Donc, les milieux formels sont
Donc le contexte professionnel, bien évidemment, les environnements de travail, les réunions d'affaires, les conférences et les entretiens d'embauche, etc., etc. Vous avez également le contexte académique, donc les institutions éducatives comme les universités, les écoles, les centres de recherche. Vous avez le contexte judiciaire, les tribunaux, les audiences, les procédures légales, les interactions, ici, elles sont strictement réglementées et il y a des protocoles et des lois, voyez. Vous avez aussi le contexte gouvernemental et administratif, donc les institutions publiques, les ministères, les mairies, tous les services administratifs, ce genre de choses. Vous avez le contexte diplomatique, donc les ambassades, les consulats, les réunions internationales. Vous avez le contexte religieux officiel, donc les cérémonies religieuses formelles, les offices, les rituels, tout ça. Le contexte militaire, les bases militaires, les exercices et les cérémonies, par exemple. Le contexte médical, donc les consultations médicales, les interventions chirurgicales, les conférences, ce genre de choses. Quoi d'autre? Vous avez aussi des contextes de cérémonies officielles, donc les remises de diplômes, les inaugurations, les commémorations, les cérémonies de récompense, etc., etc. Une fois de plus, la liste est non exhaustive, pardon. Et ces deux listes, elles font un bon tour général de ce que j'essaye de vous expliquer. C'est important d'en parler parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pléthore d'êtres humains confondent milieu formel et milieu informel. Et ont tendance à taper sur l'épaule de gens qu'ils ne connaissent pas dans des milieux dont ils n'ont cure, tout ça sous couvert de franchise et d'authenticité. Et très sincèrement, je trouve que c'est très vulgaire. Il n'est pas question de se tenir avec une raideur cérémoniale, autrement dit, d'avoir un balai dans le derrière, non, mais juste être correct. Juste ça, point barre. Vous savez, j'ai plusieurs fois été meurtrie de voir le comportement de certaines personnes dans des institutions publiques ou administratives envers les pauvres employés d'accueil. C'est déplorable. Alors évidemment, je vous en parle à vous qui m'écoutez. Si vous m'écoutez, c'est que vous n'êtes pas comme ça. Mais j'ai quand même envie d'en parler parce que, voilà. Ces employés subissent le quotidien. Alors évidemment, c'est pas tous les jours, j'espère en tout cas, mais régulièrement, le comportement des personnes lambda sont complètement dénués de sens. Quand vous voyez par exemple, et ce que je vais vous raconter est véridique, c'est une vraie anecdote, une femme qui se pointe au guichet de la mairie en claquant les papiers d'identité de sa fille sur le comptoir et en criant, je cite, « Mettez mon nom de famille sur les papiers de ma fille et virez-moi le nom de son connard de père, je ne veux plus en entendre parler. » Alors, madame, plusieurs choses. Oui, t'es énervée, mais moi j'y peux rien. Deuxièmement, on ne se connaît pas. Troisièmement, on est dans un espace public et pas dans ton espace privé où tu peux te permettre de perdre pied, pas de problème. Et quatrièmement, chose un peu importante tout de même, c'est pas comme ça que ça marche les papiers d'identité en fait. Bon. Bon, encore j'avoue, cette anecdote elle est soft. Mais quand même, je tiens à préciser que sa fille était avec elle quand même. Mais bon, bref. Donc revenons à nos moutons. Il est important de savoir faire la différence entre milieu formel et milieu informel parce que la base de notre comportement part de là. Sachez faire la différence. Une soirée de repas de gala n'est pas une soirée entre potes, en fait. Et même si certaines soirées et rassemblements ont pour but de passer un moment ensemble et agréable, parfois ils n'en sont pas moins formels. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir, cela dépend de la majorité des gens qui participent à ces rassemblements. Mais ayez ce discernement. Alors, maintenant que le contexte est posé, parlons donc de ces présentations, parce que c'est là où on veut en venir tout de même. En milieu informel, entre amis ou en famille, il suffit simplement de présenter une personne à l'autre, c'est tout. Pas de règles spécifiques, pas de protocole particulier. En milieu formel, en revanche, on va se baser sur l'ordre social, qui comprend 3 choses. La reconnaissance identitaire, la distance et la hiérarchie. En situant l'autre comme partenaire légitime, clairement et statutairement identifié, les présentations permettent d'engager la relation avec un minimum de risques. Les codes de politesse et de savoir-vivre étant des codes protecteurs des relations sociales. Le respect des conventions dès le premier contact signifie symboliquement l'adhésion au code et donc la possibilité de communiquer à partir de règles communes. Se tenir debout, c'est marquer son respect pour les personnes en présence. Utiliser les bonnes formules, c'est montrer son adhésion au principe de la distinction. Laisser l'initiative du contact à celui qui est en position supérieure, c'est valider l'ordre des préséances. Vous comprenez ?
Les présentations de cette sorte posent comme un contrat de communication implicite qui autorise les parties prenantes à aller plus loin s'ils le souhaitent ou à maintenir au contraire la relation à un niveau de convivialité superficiel sans se sentir offensé. Vous voyez ? Ce n'est pas du tralala, c'est un vrai système de bien-être social en fait. Alors, comment s'y prend-on ? 3 séries de règles permettent d'effectuer les présentations en bonne et due forme. Celles qui concernent l'ordre, celles qui concernent le comportement général et celles qui se rapportent aux mots que l'on doit prononcer. L'ordre des présentations est la règle la plus importante. Elle est stricte et elle ne laisse aucune place à l'appréciation personnelle. Les autres règles sont moins rigides et sont plus ou moins suivies selon la solennité du moment et du lieu. Mais l'ordre des présentations découle simplement de l'ordre habituel des préséances. C'est-à-dire la personne qui a le rang le plus élevé doit être renseignée la première sur l'identité de son interlocuteur. Ensuite, on nomme toujours en premier celui qui a le statut le plus bas, c'est-à-dire qu'on présente d'abord un homme à une femme, une personne plus jeune à une personne plus âgée, une personne moins titrée à une personne plus titrée, etc., etc. On en a déjà parlé dans une précédente émission. Il n'est pas question de discrimination ici. On ne dit pas que celui qui a le statut moins élevé vaut moins que la personne ayant le statut le plus élevé sur le plan personnel et humain, bien entendu. Sur le plan personnel et humain, il s'agit de savoir situer les gens les uns par rapport aux autres et pas se dire « celui-ci vaut mieux que celui-là ». Je me plais à le rappeler parce que de ces incompréhensions naissent de la gêne. On est gêné par rapport à un statut plus élevé que soi parce qu'on considère qu'on vaut moins que lui. Alors que c'est pas ça du tout. On reconnaît qu'on n'a juste pas la même place sur le plateau de jeu. Et tout va bien, on n'est pas diminué. Vous voyez ? Si ce n'est pas de la gêne, ça peut engendrer de la haine, parfois. La haine peut être engendrée par ce genre d'amalgame, qui n'a finalement pas du tout lieu d'être quand on est conscient de la véritable racine des choses. Pas de gêne, pas de haine. On se reconnaît différent, tout simplement. Vous voyez ? Donc, comme je disais, on présente celui qui a le statut le plus bas à l'autre. On peut également présenter l'autre personne, à moins que sa notoriété ou sa position sociale rendent cette formalité inutile. On ne va pas présenter Monsieur le Président lors de ses rencontres, pendant ses déplacements. Vous voyez ? Ça paraît évident. Je prends l'exemple du président, mais ça peut aussi tout à fait être un maire. Soyez attentifs et connaissez le visage du maire de votre ville, c'est important. Et vous comprenez aussi qu'on ne va pas forcément le présenter. Vous voyez ce que je veux dire ? On est censé savoir qui c'est. Bon, voilà. La deuxième règle. Donc la deuxième règle, c'est le comportement. Ici, c'est à propos de manifester par sa tenue que le moment est important, en fait, voire solennel. Par sa tenue, par son comportement. Donc, plusieurs points, par exemple, c'est au minimum, on regarde son interlocuteur. On arrête de boire ou de grignoter des petits fours quand on se fait présenter à quelqu'un ou quand on nous présente quelqu'un. On pose sa cigarette. Si l'atmosphère est plus protocolaire, on se lève. À l'exception des personnes très âgées ou handicapées, tout le monde est debout. Celui qui mène les présentations comme ceux qui en sont l'objet. Certaines personnes très titrées aussi ont le droit de ne pas se lever. Ça se fait. Quand les présentations sont terminées, c'est à la personne qui a le statut le plus élevé de tendre la main la première. Si une femme ne tend pas la main à l'homme qui lui a été présenté ou si votre chef de service ne tend pas la main à votre fils, celui-ci ne peut pas en prendre l'initiative. Les codes, c'est ça. Et enfin, il y a des façons de se présenter et de se laisser présenter qui apparaissent comme plus ou moins distinguées ou agiles. Voyez ? Pour que ce soit parfait, l'intermédiaire doit d'abord rester sobre dans son propos. Comme « permettez-moi de vous présenter un tel ». Cette formule-là, ça reste la formule la plus recommandée. Il est préférable également qu'ils prennent la peine de situer en quelques mots les personnes qu'ils nomment, comme voici mon ami d'enfance, un tel », ou voici un tel, mon nouvel associé, ou un tel, un collègue qui prépare une thèse fort intéressante sur blablabla. Vous voyez ? On présente comme ça en quelques mots la personne que l'on présente. Donc, quant aux personnes présentées, à eux, il leur est conseillé de prononcer des paroles accueillantes, mais sans recourir à des formules trop usées ou trop empathiques. Les formules trop usées, c'est les formules du type enchanté ou ravi. Vous voyez, ça on l'entend tout le temps, machin. Mais dans les milieux un peu plus formels, on évite de dire ce genre de choses. Et d'ailleurs, donc ces formules-là, elles peuvent varier selon la situation ou le contexte.
Dans un lieu public, il convient d'être un peu plus neutre que dans une réception. Et dans une soirée amicale, il serait aujourd'hui déplacé de recourir aux formules protocolaires comme mes hommages, qui étaient en vigueur au début du siècle. Et d'ailleurs, dans les situations plus informelles, complètement informelles même, quand un garçon, mesdemoiselles, vous dit mes hommages, eh bien, dans notre tête court une petite voix qui dit oh non, c'est un blaireau, n'est-ce pas? Et c'est absolument ce que l'on pense, sauf si ce garçon s'avère être un homme grand, discret, profond, et qui s'appelle Monsieur Darcy. Mais pour tous les autres, c'est délicat, messieurs. S'il vous plaît, ne soyez pas ringards dans votre maladresse, restez simple, vous n'en serez que plus charmant. Voilà pour les règles sur les présentations dans les milieux formels, qui finalement se résument à l'ordre de rang, le comportement et la formule de politesse. Ce n'est pas compliqué, et quand on le sait, on est beaucoup plus à l'aise. Maintenant, j'aimerais vous parler du milieu social, notion fondamentale pour quiconque rencontre de nouvelles personnes. Et pour commencer ici, je vais vous parler d'attraction et de répulsion sociale. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est en fait le fait que selon notre classe sociale, nous sommes attirés ou pas par certains types de personnes. Je n'ai pas l'intention de décrire toutes les classes sociales et ce qui attire les uns comme chez les autres. Pardon, je perds mes mots, mais je souhaite simplement faire déculpabiliser un peu sur les choses qui gênent et qu'on ne comprend pas forcément. Le fait est que les critères d'attraction changent d'une personne à une autre. Jusque-là, je suppose que vous êtes au courant. Mais au-delà de ça, et ce à quoi on ne pense pas forcément, même si ça paraît logique quand on l'apprend, c'est que les critères d'attraction sont très similaires à l'intérieur d'une même classe sociale. Et je vais vous donner des exemples. Par exemple, le critère de l'éducation. Pour les classes sociales plus élevées, un niveau d'éducation élevé et des ambitions professionnelles peuvent être des critères d'attirance importants. Pour les classes sociales plus basses, l'éducation peut être moins un critère d'attirance en soi, mais la volonté de travailler dur peuvent être valorisées. Vous voyez, c'est assez subtil, mais c'est différent. Le critère du capital culturel. Pour les classes sociales plus basses, on va plus mettre l'accent sur des valeurs partagées, des expériences de vie communes, plutôt que sur des intérêts culturels spécifiques. En revanche, pour les classes sociales plus élevées, les gens peuvent être attirés par des partenaires partageant des intérêts culturels similaires comme les arts, la musique, la littérature et d'autres activités culturelles. La compatibilité des goûts et des styles de vie joue un rôle important pour ces classes-là. Vous voyez ? Le critère de l'apparence physique. Alors ici, c'est un critère assez important pour toutes les classes, mais par exemple, dans les classes sociales plus élevées, on va faire un choix de partenaire en pensant plutôt au standing de la personne, plutôt qu'à son apparence physique. C'est un critère qui est plus important, le standing, plutôt que l'apparence physique, vous voyez. Bien entendu, les critères sont des ensembles globaux. Et il existe tout type de personnes dans une même classe sociale, mais en fait, ces rassemblements-là sont tout de même de très bons indicateurs. Il faut aussi différencier les grandes catégories de classes sociales. L'aristocratie et la bourgeoisie, par exemple, n'ont pas totalement les mêmes codes et les mêmes critères. Et les nouveaux riches, n'en parlons même pas. En termes d'apparence physique, je suis pas certaine qu'une aristocrate ait très envie d'avoir la bouche de Kendall Jenner ou soit attirée par je ne sais quel ressortissant de télé-réalité. Du moins pas pour le présenter aux parents. Bon, ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Alors, en vous parlant de tout ça, comme je vous le disais, je souhaitais faire un peu lâcher prise. Dans le sens où parfois, certaines personnes peuvent se sentir rejetées sans savoir pourquoi. En pensant qu'elles présentent bien et qu'elles ont dit ce qu'il faut, elles ne savent pas pourquoi il y a quand même quelque chose qui cloche. Et la réponse peut être potentiellement celle de la classe sociale. Devant quelqu'un d'une classe sociale différente, donc finalement d'une culture différente, il faut bien se dire que nos attentes envers quelqu'un ne sont pas les mêmes. Tout simplement. Et c'est comme ça. Et c'est pas grave. Ça arrive. Mais si les deux interlocuteurs sont de bonne volonté, la communication se passera très bien. On n'est pas non plus de complets étrangers. Vous voyez ? Donc pensez-y. Quand il y a un petit malaise et que vous ne connaissez pas la réponse, elle est peut-être à cet endroit-là, à l'endroit de la classe sociale. En parlant de ça, la transition est tout à fait naturelle vers ce dont je vais vous parler ensuite. Il s'agit de comprendre et de tenir ou pas le rôle que l'on attend de nous.
Pour vous parler de ça, je vais vous parler d'Erving Goffman, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Et si vous ne le connaissez pas, c'est un sociologue très influent du XXe siècle, qui a beaucoup travaillé sur les interactions quotidiennes et dont les travaux sont très intéressants. Erving Goffman nous parle d'un rôle attendu ou d'un rôle social. En fait, il compare la vie sociale à un théâtre, où il suggère que les individus jouent un rôle donné, comme un rôle d'acteur sur la scène sociale. Le rôle attendu fait référence au comportement et attitude qu'une société ou un groupe social considère comme approprié pour une personne et dans une situation donnée. Ces attentes sont souvent liées à des normes sociales et culturelles spécifiques, comme nous venons tout juste d'en parler. Selon lui, les interactions sociales sont structurées par ces rôles attendus. Les individus ajustent leur comportement pour se conformer à ces attentes, pour maintenir l'ordre social et éviter l'embarras ou le conflit. Dans certains de ses travaux aussi, Goffman explore comment les individus qui ne se conforment pas au rôle attendu peuvent être stigmatisés ou considérés comme déviants. Nous n'en parlerons pas franchement aujourd'hui, mais c'est aussi très très intéressant à comprendre pour avoir une vue d'ensemble du monde dans lequel on vit, voyez. Donc les rôles attendus, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Ici, ce sont des présentations génériques de ce que je vais vous dire, si je peux dire ça comme ça. Le rôle d'une personne est adapté à son contexte, à sa famille, à son environnement, etc. Mais globalement, on se rapproche toujours très fort des descriptions suivantes. Par exemple, le rôle d'un parent. Qu'est-ce qu'on attend d'un parent ? Les parents sont généralement attendus pour fournir des soins, de l'amour et une éducation à leurs enfants. Ils sont censés être responsables, patients et protecteurs. C'est ça les attentes qu'on a d'un parent, normalement. Le rôle d'un enseignant. Qu'attend-on d'un enseignant ? Les enseignants sont attendus pour éduquer et guider les élèves, maintenir l'ordre en classe et être des modèles de comportement. Ils doivent être compétents dans leur matière et capables de communiquer efficacement. Le rôle d'un médecin. On attend d'un médecin qu'il soigne les patients avec compétence et compassion. Ils doivent être professionnels, respectueux de la confidentialité et capables de prendre des décisions éclairées concernant les soins de santé. Le rôle d'un employé de service. Les employés de service, comme les serveurs ou les caissiers par exemple, sont attendus pour être polis, efficaces et serviables. Ils doivent souvent gérer les demandes des clients avec patience et professionnalisme. C'est ça. On attend de quelqu'un qui pratique ce genre de métier d'être comme ça. Un étudiant. Qu'attend-on d'un étudiant ? Les étudiants sont attendus pour assister aux cours, compléter les devoirs et respecter les règles de l'institution éducative. Ils doivent être respectueux envers les enseignants et les pairs et s'engager dans leur apprentissage. Vous comprenez un peu le tour de ce que j'essaye de dire avec mes mots qui sont en train de partir en vrille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme rôle ? Le rôle du policier. Les policiers sont attendus pour maintenir l'ordre public, faire respecter la loi et protéger les citoyens. On attend d'eux qu'ils soient courageux, justes et intègres. Le rôle d'un dirigeant d'entreprise. On attend d'un dirigeant d'entreprise qui sache prendre des décisions stratégiques, qui sache diriger et motiver les employés et assurer la réussite de l'organisation. On attend d'eux qu'ils soient visionnaires, compétents en gestion et capables de communiquer efficacement. Le rôle d'un ami. Les amis sont attendus pour être loyaux, soutenants et honnêtes. Ils doivent offrir une écoute attentive et être présents dans les moments difficiles. Vous voyez, tout ça, c'est basique. Ce sont des choses que l'on a déjà intériorisées. Ce sont des grands rôles, si je peux dire ça. Mais le fait est qu'on a une multitude de rôles à jouer dans notre vie, et ce n'est pas que professionnel versus privé. Parfois, c'est au sein d'une même famille. Vous pouvez être à la fois fille de quelqu'un, mais aussi aînée d'une fratrie et maman à la fois. Voire plus, évidemment. Vous êtes aussi une cousine, une tante peut-être. Vous voyez ? Tout ça, ce sont des rôles différents. Et pour aller plus loin encore, dans un événement, vous tenez aussi un rôle. Par exemple, dans un mariage. Vous êtes qui quand vous êtes invité au mariage ? Vous êtes un témoin ? Un frère ? Un parent ? Un cousin éloigné ? La compagne d'un cousin éloigné ? Vous voyez ? Ça aussi, c'est un rôle. Donc tout ça nous aide encore à grappiller quelques miettes de compréhension sur le monde qui nous entoure. De grosses miettes, je vous l'accorde. C'est quand même une notion très importante que celle dont nous parlons. Mais vous voyez, quand on comprend ceci, ça nous donne une clé supplémentaire pour se mettre à l'aise. Parce que quand on sait qui on est et ce que l'on attend de nous, c'est plus facile. Maintenant, à nous de décider si on veut jouer le jeu ou pas. Mais au moins, on connaît les règles. Vous voyez ?
Ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez, l'ouvrage de Stephen R. Covey. C'est un ouvrage qui est très très célèbre dans le développement personnel et qui s'intitule Les 7 habitudes des gens qui réussissent ou quelque chose comme ça. Je l'ai lu, cet ouvrage-là, il y a bien plus de 10 ans, un truc comme ça. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Et je l'avais adoré avec mes yeux de l'époque. Et il me semble qu'il parlait de rôle aussi là-dedans. Je ne sais pas qu'il me semble, je sais qu'il parlait de rôle parce que ça m'avait marqué. Dans le sens où, pour réaligner sa vie, il faut se rendre compte des rôles qu'on a et ce qu'on voulait que ce rôle soit pour nous, ou quelque chose comme ça. J'avoue vraiment qu'à l'époque, ça m'avait beaucoup aidé. Ça m'avait effectivement rééquilibré sur quelques points et ça m'avait beaucoup plu. Bon, en vieillissant et en accumulant l'expérience, on comprend qu'on peut aller bien, bien plus loin, mais comme point de départ, c'est vraiment chouette. Vraiment intéressant de travailler là-dessus. Donc, pour lire une pièce, un endroit, et pour vous situer socialement avant les présentations, il faut être conscient de où vous êtes, de qui vous êtes et de quel rôle vous tenez dans ce contexte. Il ne s'agit pas d'écrire une fiche de poste pour tous les rôles que vous tenez dans votre vie, bien que ça puisse être très intéressant et bien que, je l'avoue, ça m'est arrivé, mais en tout cas d'être conscient de ces aspects-là. Vous voilà maintenant un peu plus observateur et donc un peu plus élégant. Ce sujet est monstrueusement intéressant et nous pourrions en parler des heures. Mais pour résoudre notre équation, nous devons avancer. D'ailleurs, celle-ci, quelle était-elle ? C'était comment, lors d'une présentation à quelqu'un, être totalement à l'aise, lire la personne que l'on a en face de nous, tout en mettant au point une présentation de nous-mêmes très adaptée au contexte dans lequel on se trouve. Vous sentez qu'elle commence doucement à se résoudre ? Mais il nous reste quelques petites choses à voir tout de même, puisque nous avons vu le contexte et les présentations de manière générale. Mais qu'en est-il de votre présentation personnelle ? Pour comprendre comment se présenter, il faut d'abord comprendre comment l'esprit humain perçoit les autres pour s'adapter à ça. Il faut comprendre comment notre esprit crée une impression sur quelqu'un d'autre pour que nous puissions optimiser notre présentation et ainsi proposer la meilleure impression possible en cohérence avec nos attentes. Il y a plusieurs théories psychologiques qui ont été faites pour ça, et l'une d'entre elles, qui paraît assez logique comme ça, c'est un modèle dit additif. C'est-à-dire qu'on considérait quelqu'un selon la somme de ses traits de personnalité. Par exemple, vous, monsieur, vous êtes charmant, intelligent, quoique un peu têtu, et vous n'avez pas beaucoup d'humour, par contre, vous avez beaucoup de prestance. Et je vous considère donc comme tel. Vous êtes aussi charmant que têtu, qu'avec un peu d'humour. Tous les traits de personnalité que je perçois chez vous occupent dans mon esprit une place égale. Ce modèle-là, donc le modèle additif, a beaucoup été utilisé et défendu. Mais au bout d'un moment, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. Au bout d'un moment, on s'est bien rendu compte que certains traits de personnalité étaient plus saillants que d'autres, plus importants que d'autres, et aussi que notre impression globale sur quelqu'un était fortement marquée par l'ordre selon lequel les traits nous étaient présentés. Par exemple, si je perçois que vous êtes gentille d'abord, puis ensuite intelligente, puis stratège. Par exemple, je perçois vos traits de personnalité dans cet ordre-là. Gentille, intelligente, stratège. Je vais vous considérer totalement différemment que si je vous avais d'abord perçue stratège, puis intelligente, puis gentille. Vous comprenez ? Je vais peut-être me méfier un peu plus de vous. Je vous verrai différemment. Vous comprenez ? C'est ça la réalité. C'est que l'ordre par lequel les traits de personnalité nous sont présentés nous influence énormément. Et cet effet-là, qui s'appelle l'effet de primauté en psychologie, expliquerait aussi pourquoi on a beaucoup de mal à se défaire de notre première impression sur quelqu'un. C'est intéressant, hein ? Et les chercheurs en psychologie ne se sont pas arrêtés là, bien entendu. Ils sont allés encore plus loin. Et ils ont donc trouvé que certains traits étaient plus saillants, comme je le disais tout à l'heure. Je vais vous donner 2 listes de traits de caractère et vous allez visualiser la personne selon ces traits. La première personne est intelligente, compétente, travailleuse, chaleureuse, déterminée, pragmatique et prudente. Vous avez le profil de cette personne en tête ? Voilà, donc deuxième personne, à côté de cette première personne, la deuxième personne est intelligente, compétente, travailleuse, froide, déterminée, pragmatique et prudente. Et oui,
Deux listes presque identiques et pourtant radicalement différentes. Je vous épargne toutes les explications, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux grands groupes de traits de personnalité saillants. Et ces deux groupes sont la chaleur et la compétence. La chaleur, c'est la sociabilité. C'est tous les traits tels que chaleureux, heureux, sociable, etc. La compétence, c'est tous les traits comme travailleur, intelligent, persévérant, prudent, etc. Et en fait, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, ce qu'on évalue en tout premier, inconsciemment, c'est la chaleur, la sociabilité de quelqu'un. Et très simplement parce que de savoir ça permet à notre esprit de supposer si la personne nous veut du bien ou du mal. Et ça, c'est la base. C'est comme ça qu'on évalue quelqu'un et tout de suite après, on évalue tout ce qui a trait à la compétence. Et tout ce qui a trait à la compétence répond à la deuxième question que notre esprit se pose, à savoir, cette personne devant moi a-t-elle les moyens de son ambition ? C'est comme ça que notre esprit évalue quelqu'un et que nous formons en nous la première impression. Sachez-le. Sachez-le pour savoir quel trait de votre personnalité vous pouvez mettre en avant en premier, selon le contexte et selon votre interlocuteur. Ici, on ne construit rien du tout. En fait, tout ça, ça se fait très naturellement, ça se fait de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais de le savoir, ça permet d'influencer le processus. Comme d'habitude, vous commencez à comprendre ma vision des choses que je transmets dans mes émissions. Les choses se font naturellement, mais si on les décortique pour essayer de les comprendre, c'est pour savoir comment les influencer. Ou en tout cas, quand ça ne fonctionne pas, comprendre pourquoi. Vous voyez ? Il y a, bien entendu, énormément de choses autour de tout ça, sans compter ce que nous ne savons pas encore sur l'esprit humain. Mais ceci est déjà très très important à comprendre. C'est éclairant en fait. Et pour parfaire notre compréhension du jour, nous allons discuter de l'effet de halo, que vous connaissez certainement, mais qui vient compléter à la perfection notre élégant propos du jour. Qu'est-ce que l'effet de halo ? L'effet de halo est un concept qui va au-delà de la personnalité de quelqu'un. Il peut s'appliquer à n'importe quoi. L'effet de halo, c'est un biais cognitif qui suppose que les impressions positives de personnes, de marques ou d'images, ou de toute autre chose dans un domaine, influencent positivement nos sentiments dans un autre domaine. Vous voyez ? Je vais illustrer par une étude qui a été faite pour vous montrer que c'est aussi simple que complexe. Alors, dans l'étude, 2 profils de candidats ont été évalués dans le but d'un recrutement. Vous êtes le manager. Et comme tout bon manager, vous recherchez des gens compétents, responsables, engagés et qui travaillent dur. Et vous avez ces 2 profils de candidats. Alors, vous avez le candidat A, qui lui a obtenu son bac avec de bonnes notes, et puis il a pris une année sabbatique pour travailler comme secrétaire dans une PME, dans une petite entreprise. Après un certain temps, il est retourné à l'école et a terminé ses études supérieures dans une école publique avec un taux d'acceptation relativement élevé. Il a obtenu son diplôme avec de bonnes notes et cherche actuellement un emploi. Et il est rendu à ce point-là. Le candidat B, lui, il a fréquenté une école d'élite privée. Ses notes sont les mêmes que celles du candidat A, mais il a tout de suite fait des études supérieures après le lycée. Et pendant ses études supérieures, il a fait un parcours d'études secondaires, et il a participé à plusieurs clubs et événements tout au long de son parcours scolaire. Et il a terminé ses études supérieures avec de bonnes notes. Bon. Alors... Eh bien, pour de nombreux responsables de recrutement, dans le monde réel, c'est le candidat B qui est considéré comme celui qui travaille le plus dur, même s'il n'a pas d'expérience professionnelle, alors que le candidat A, si. Vous voyez un peu ? Alors là, je vous explique ça pour que vous compreniez que dans une situation donnée, un ensemble de caractéristiques mis ensemble va nous influencer complètement. Mais vous allez me dire, oui, mais là, il s'agit de notre parcours et on ne peut pas changer notre parcours. Je suis d'accord. Et c'est aussi pour cela qu'il est important de rencontrer de visu les candidats potentiels parce qu'un CV, finalement, ce n'est qu'un bout de papier pour de vrai. Ce sont les grandes lignes de quelque chose de beaucoup plus riche que ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Où je voulais en venir, c'est que les scientifiques ont fait des recherches sur l'effet de halo, sur la première impression. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse. Parce que vous, élégant personnage que vous êtes, c'est un halo parfait que vous voulez construire pour faire bonne impression. Et c'est avec toute cette richesse de réflexion que nous avons faite ensemble que vous pourrez le faire. Je vais vous donner des exemples pour entériner cela une bonne fois pour toutes dans votre charmant esprit. Et ensuite, quand je vous aurai donné ces exemples, vous serez à même de créer pour vous le meilleur qui soit. Voici donc quelques caractéristiques pour un halo élégant.
L'effet de halo est donc un biais cognitif où notre perception d'une personne est influencée par une caractéristique positive initiale, ce qui conduit à une évaluation globale positive de cette personne. En d'autres termes, si une personne a une caractéristique physique attrayante, nous pouvons être enclins à supposer qu'elle possède également d'autres qualités positives. Et oui. Voici quelques éléments physiques qui peuvent contribuer à un bon effet de halo. Le visage détendu, le sourire chaleureux, l'hygiène et les soins corporels irréprochables, une posture droite mais pas rigide, un style vestimentaire adapté au contexte et surtout, par pitié, des vêtements qui vous vont bien, qui vous sont adaptés. On a ensuite des cheveux sains et bien coiffés et un parfum agréable. Ces 7 premières caractéristiques peuvent créer un joli et élégant halo pour quiconque s'y tient. C'est un exemple, mais déjà, si tout cela est réuni, je peux vous assurer que vous ferez une élégante impression. Voici donc un premier halo physique. Penchons-nous maintenant sur un halo plutôt qui relève du ressenti. Alors, premièrement, arrivez un peu en avance aux réunions et aux événements. Montrez de l'enthousiasme pour votre message conversationnel pendant que vous parlez. Avoir une écoute active. Avoir de l'attention pour son interlocuteur. Être poli et avoir de bonnes manières. Avoir du maintien physique et de la souplesse en même temps. Voici un autre halo tout à fait charmant. Mettez les deux ensemble et vous voilà quelqu'un d'exquis en un claquement de doigts. Bien entendu, quand vous avez fait bonne impression de la sorte, il faut savoir tenir la conversation derrière. Et pour cela, ce n'est pas très compliqué. Tout au long de vos conversations, essayez de trouver des points communs entre vous et votre interlocuteur. Est-ce que vous venez du même endroit ? Est-ce que vous avez fréquenté les mêmes écoles ? Est-ce que vous avez des intérêts ou des habitudes similaires ? Et si vous avez du mal à trouver ces liens entre vous et votre interlocuteur, essayez de trouver des liens secondaires et tertiaires. Des choses comme des rivalités amicales entre équipes sportives ou entre écoles par exemple, ça marche toujours. Ou établissez des liens entre votre expérience de vie et la leur, évidemment. Et une petite astuce pour éviter les catastrophes, quand vous discutez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, n'invalidez jamais ses perspectives ou ses opinions et faites de votre mieux pour être amical et respectueux, s'il vous plaît. Je ne vous demande pas d'aller dans son sens si vous n'êtes pas d'accord, auquel cas ce serait de l'hypocrisie, mais simplement ne pas invalider ses opinions brutalement. Quand vous ne connaissez pas la personne, ça n'a pas de sens. Mais bon, tout cela relève du grand art de la conversation et ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, bien qu'il soit purement et simplement fascinant également. Et nous en parlerons plus tard, bien évidemment. Alors, où en est-on de notre douce équation ? L'équation était: comment, lors d'une présentation à quelqu'un, être totalement à l'aise, lire la personne que l'on a en face de nous, tout en mettant au point une présentation de nous-mêmes très adaptée au contexte dans lequel on se trouve. Nous avons vu les usages d'une présentation en bonne et due forme, nous avons bien différencié les milieux formels et informels, nous avons compris comment évaluer le contexte social dans lequel on se trouve et quel rôle on peut attendre de nous, ce qui peut créer des dissonances parfois avec ce que nous pensons proposer aux autres, et le plus important, nous avons compris comment fonctionnent les mécanismes de l'esprit quant à une première impression sur quelqu'un. Et encore le plus important, comment tourner ceci à notre avantage. Notre équation est résolue. Et vous savez quoi ? J'ai un regret tout de même. C'est que, fort de toutes ces informations, je regrette de ne pas vous connaître et de ne pas avoir l'opportunité de voir ce que vous allez mettre en place dans votre quotidien grâce à ça. Et la magie qui va opérer sur vous après ça, j'aimerais tellement le savoir, mais vraiment. Mais voilà, on peut pas tout savoir. Sachez simplement que j'ai beaucoup d'affection pour vous et que je souhaite vraiment vous avoir éclairé un petit peu plus sur ce monde. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. À bientôt.